Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier. Encore une fois, content de vous retrouver et bienvenue à l'entrevue. Et j'espère que le changement d'heure du mois de novembre, du fameux mois des morts, comme on dit, là, ne vous affecte pas trop. Du 7 au 13 novembre prochain, c'est la semaine pour les personnes proches aidantes. Il y a des personnes qui s'occupent des gens, qui donnent de leur temps. Par exemple, des personnes qui ont des difficultés, des pertes d'autonomie, et ne savent même pas eux-mêmes qui sont des proches aidants, ou certains résistent à l'idée de l'être parce que ça implique nécessairement des responsabilités. Alors, pour discuter de tout ça, de jaser des différentes facettes et des différentes réalités de la proche aidance, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Olivier Lajeunesse de l'Appui national pour les personnes proches aidantes. Bonjour, M. Lajeunesse. Allô? Je dis bonjour, M. Lajeunesse, mais on va en convenir qu'on se connaît. On a déjà travaillé ensemble par le passé et on va se tutoyer, c'est pour ça. Bonne idée. Olivier, à force de faire des entrevues puis de rencontrer des gens du milieu, je réalise qu'à quelque part, le travail qu'on choisit est souvent en lien avec peut-être ce qu'on a vécu ou qu'on a été touché par quelque chose. Je me demande si ma théorie s'applique un peu à toi, puis si tu es d'accord un petit peu avec ma thèse que je t'expose présentement. Là. Tu vas être content, je vais la confirmer, ta thèse. Oui, je pourrais dire que j'étais précurseur un petit peu. J'ai été proche aidant, puis j'ai réalisé que j'étais proche aidant avant même que ce soit un concept, que ce soit connu, qu'on en parle. J'avais peut-être 11 ans, autour d'eux. 11 ans. Ouais, puis mon grand-père était plus âgé. Il faut comprendre que j'ai un frère qui a 12 ans de plus vieux que moi, fait que j'ai quand même une différence d'âge avec mes parents assez prononcée. Puis c'est ça, mon grand-père était très âgé, comparé à moi, puis c'est ça, ma mère, elle a commencé à s'en occuper. Au début, c'était des commissions, des sorties, du divertissement, des choses comme ça. Puis, mes deux parents, il y avait chacun une entreprise, donc les deux travaillaient quand même à temps plein. Puis c'est ça, fait que à un moment donné, la charge de ma mère augmentait. Donc, elle s'absentait plus longtemps, plus fréquemment. Le support qu'elle apportait à mon grand-père devenait plus, je ne veux pas dire le mot lourd, mais il y avait plus de petites choses dans le quotidien. Puis dans le mien aussi, c'est là que j'ai remarqué des changements. Par exemple, chez nous, même si mes parents, les deux, étaient en affaires, c'était quand même la vieille école, là. Mon père, il s'occupait de l'extérieur, ma mère s'occupait de l'intérieur. Pour la première fois, j'ai vu mon père me faire à souper. J'avais jamais vu mon père faire bouillir de l'eau à part pour se faire du café. Parce que la mère, je présume, était occupée à autre chose. Elle était à faire autre chose. Fait que là, c'est ça. Fait que là, mon père m'a montré comment faire des sandwichs au ballonné, que je mange encore aujourd'hui. Sinon, j'aurais jamais appris ça. Fait que ça a apporté des bonnes choses. Puis de mon côté aussi, tu sais, j'ai commencé à travailler, j'étais jeune. Puis, des fois, tu sais, je travaillais jusqu'à minuit. Je travaillais comme plongeur, faisais la vaisselle dans un restaurant. Puis, le même matin, des fois, mon grand-père m'appelait à genre 5-6 heures le matin pour que j'aille programmer son système de son. Puis là, j'allais là avant d'aller travailler, tu sais. Puis, je me disais, coudonc, tu sais, j'ai des cousins, j'ai des cousines, mais tu sais, c'est moi puis ma mère qui y allait. Puis, ça s'est reproduit un peu plus tard avec une de mes tantes, encore ma mère, mon père aussi qui participait. Fait que là, je me suis vraiment rendu compte que on faisait quelque chose de plus. Je me suis rendu compte qu'on était plus impliqués dans la vie, dans le quotidien de ces gens-là, puis des choses qui, avant l'âge, avant la maladie, avant les capacités, c'était toutes des choses qu'ils faisaient eux autres mêmes. Fait que pour nous, ça ne demandait pas un effort. Tu sais, tu demandes à une personne adulte, en forme, de faire une activité quelconque, c'est comme naturel. Mais quand tu le fais pour quelqu'un d'autre, ben non seulement tu te rends compte que c'est différent, mais en plus, c'est valorisant. C'est valorisant, c'est le fun, puis on a l'impression vraiment, ça donne une chaleur. Ça donne une chaleur, puis l'ambiance que ça donne, il y a vraiment un côté humain à la relation, puis c'est ça. Fait que depuis ce moment-là, je l'ai vraiment réalisé, puis ça a toujours été un concept clair et précis dans ma tête. Mais si on parle davantage de proche aidant, c'est que j'imagine qu'à un moment donné, tout ça, c'est insidieux. Ça s'ajoute, puis on peut devenir un petit peu dépassé par tout ça, fatigué, épuisé. Tout à fait. Ce qui m'amène à te poser, bon, tu travailles pour l'appui. C'est quoi exactement l'appui? C'est quoi ses objectifs? Elle est là pour quoi, l'appui, dans le fond? Son rôle? L'appui est là pour s'assurer que le proche aidant a accès à tous les services qui sont mis à sa disposition. Donc, on veut que le proche aidant ait la meilleure qualité de vie possible, puis qu'il soit capable de jouer son rôle de proche aidant à la hauteur de ses capacités, à la hauteur de ses ambitions, toujours en se protégeant, puis en pensant à lui-même aussi. Grosso modo, on peut voir ça un petit peu comme ça. Puis souvent, j'entends, il faut s'occuper de la personne 24 heures sur 24, ne plus travailler nécessairement de personne en fin de vie. Bref, il y a toutes sortes de formes de procédance. J'imagine qu'il y a un continuum à tout ça, une gradation, on en parlera. Alors, allons-y avec la question qui peut paraître simple pour bien des gens, mais je pense qu'elle est plus complexe qu'on pense. C'est quoi un proche aidant?
Qu'est-ce que ça fait? Comment ça se manifeste? Il y a une belle définition qui est sortie du gouvernement. Allons-y avec la vraie définition. Non. Non? OK. Non, parce qu'elle dit quelque chose, puis son contraire. Tu sais, c'est quelqu'un qui va donner de l'aide permanente ou pas, sur une base quotidienne ou pas, qui habite ou pas. Tu sais, ça dit quelque chose, puis son contraire, je trouve qu'elle est mêlante et confusante. OK. Dans le fond, encore une fois, je vulgarise. Un proche aidant, là, moi, je le vois un peu comme un bon samaritain. C'est une personne bienveillante qui va donner de son temps. OK, le concept de gratuité est important, c'est un bénévole, qui va aider une personne à d'être chez elle de manière confortable. Tu disais qu'il y avait plusieurs niveaux de proche aidance. Oui, il y en a plusieurs. On parlait de ma mère, on pourrait dire que c'était un niveau élevé parce qu'elle faisait tout. Là. Elle participait aux commissions, elle participait à faire à manger, elle habillait, à la toilette, elle faisait vraiment tout. Mais ça peut être plus petit que ça. Exemple, j'aide mon voisin à ouvrir son balcon l'hiver. Parce que, OK, oui, il y a un camion qui va aller déblayer sa cour, mais il ne fait pas les marches. Mais le monsieur, si on ne déblaye pas ses marches, il ne peut pas sortir de chez lui. Puis moi, de mon côté, je me dis, ben là, s'il ne peut pas sortir de chez lui, comment il fait pour faire son épicerie? Comment il fait pour avoir une autonomie, pour socialiser? Ça devient quelque part une obligation que si tu ne fais pas, il faut que tu trouves quelqu'un pour le faire. Ça pourrait être ça. Ou sinon, ben on prend pour acquis que la personne va rester chez elle et ne sortira pas, ou qu'elle va risquer de se blesser. Donc, moi, à cause que je suis bienveillant, que je veux que cette personne-là ait une belle qualité de vie dans sa maison, ben, je vais dire, OK, le matin, quand je déblaye mes marches, je vais aller déblayer les siennes. Je ne suis pas obligé. Si jamais demain matin, je ne suis pas là parce que je suis parti en voyage ou quelque chose comme ça, je n'ai pas d'affaire à me sentir coupable. Je suis bénévole, je donne de mon temps. Je sais que la personne, elle l'apprécie. Je le sais que ça améliore sa qualité de vie. Puis à un certain point, je peux me dire que s'il n'y a jamais personne qui rouvre ses marches, cette personne-là ne pourra peut-être plus rester à la maison. Fait que c'est juste un petit geste comme ça qui améliore la qualité de vie de cette personne-là. Donc, pour ce moment-là, je suis proche aidant. Je peux rester avec la personne. Souvent, on va l'entendre, c'est mon conjoint, c'est mon enfant, c'est ci, c'est ça. OK, oui, je comprends le lien familial. Il n'est pas obligé d'en avoir un, mais souvent, il y en a un. Puis c'est là qu'on ressent l'obligation, c'est là qu'on ressent le ci, le ça, puis c'est là des fois que ça devient dangereux de tomber dans le cercle vicieux de l'épuisement, et etc. Puis la culpabilité, là, elle prend des formes qui devient tout à fait. Fait que c'est pour ça que la personne qui va habiter avec la personne, bien souvent, on va faire plein de petites choses. Mais on pourrait avoir quelqu'un de l'extérieur qui, lui, va faire des choses, je sais pas moi, être de bannerement, venir faire la pelouse. Ça peut être nettoyer les gouttières. Il faut éviter le jugement, lui en fait plus, lui en fait moins, je pense. Hein? Ben, c'est ça. Ça dépend des disponibilités, des réalités de chacun, à quelque part. Bien, on a un portrait qui existait, le dernier recensement de 2016-2018, je crois. T'sais, on avait un portrait, OK, plus de femmes proches aidantes. Souvent, c'est les mêmes personnes dans une famille. C'est pas mêlé. Bon, on voit que le portrait change un petit peu. Donc, les nouvelles générations, on a plus tendance à avoir plus qu'une personne par famille qui s'en occupe. Puis, on voit aussi dans les tâches, souvent, je ne veux pas être stéréotype ou quoi que ce soit, mais souvent, on va voir que les dames vont faire certains types de tâches, par exemple les commissions, aider à manger, le linge, des choses comme ça, tandis que les hommes, eux autres, peut-être plus les menus travaux, les réparations, l'entretien, des choses comme ça. Fait que ça arrive souvent qu'on voit des couples. Par exemple, un couple, par exemple, moi et ma conjointe, on va aller chez mes parents. Moi, je vais aider dehors à monter, démonter l'abri tempo, préparer la table de pique-nique, faire le petit setup pour l'hiver ou pour le printemps. Puis à l'inverse, ma blonde est en dedans avec ma mère, puis ils font autre chose pour préparer le changement de saison, faire du ménage dans le garde-robe ou quoi que ce soit. Ben, c'est une fois par saison, mais c'est de la prochaine date. On le voit que c'est varié, mais j'imagine que si l'appui existe, puis s'il y a des projets qui sont mis en place, c'est parce qu'à un moment donné, il arrive dans des situations où les gens ne peuvent plus vivre ces situations-là, puis de leur dire qu'ils sont des proches aidants, des fois, c'est comme « ouh hein? ». Ils hésitent à se définir comme proche aidant. Alors, si on nomme le statut de proche aidant aujourd'hui, c'est parce qu'on reconnaît qu'il joue un rôle et que lui aussi, nécessairement, a ses propres besoins. De s'auto-proclamer proche aidant, je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Surtout quand il y a un lien, comme je disais tantôt, c'est ta blonde, c'est ta femme, c'est ton enfant. Je veux dire, c'est comme, on voit ça comme une obligation, mais ça ne l'est pas. La journée qu'on dit, OK, ben là, je suis proche aidant, ben il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Parce que les gens, des fois, ils sont dedans, puis ils ne le voient pas, puis on ne voit pas ces effets-là. Exact. La minute qu'une personne accepte ou réalise qu'elle est proche aidante, c'est le moment où est-ce qu'elle va passer à l'action. On a parlé d'épuisement tantôt, on a parlé de stress, on a parlé de différentes choses, on a parlé de culpabilité. C'est toutes des choses que les gens vivent, puis souvent, ils pensent que ça leur appartient. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de partager ça. Ils pensent que c'est normal ou peu importe. Mais la journée que la personne, elle accepte qu'elle est un proche aidant, bien là, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder pour voir, OK, qu'est-ce que je peux avoir comme aide? Là, c'est là qu'on passe à l'action.
On va faire peut-être juste un petit pas. C'est juste de dire, OK, ben je vais appeler à telle place, voir c'est quoi les choses, ou il va y avoir juste un petit effort qui va être fait. Puis après ça, les choses vont se mettre en branle, ça va débouler. Puis la personne, après ça, va se rendre compte que, wow, il y a plein de services qui sont là pour l'aider dans son quotidien à elle, puis aider la personne qu'elle aide aussi. Elle va se rendre compte que d'autres personnes, comme elle, proche aidante, elle va voir qu'il y a d'autres personnes qui ont la même réalité. Ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir aider à diminuer leur sentiment de culpabilité, ils vont avoir des formations ou de l'information pour être capable de la canaliser, de la gérer. Ils vont être capables d'avoir du répit. Ils vont être capables d'accepter leur rôle puis de garder l'équilibre là-dedans. Ils vont être capables de dire, OK, ben je me reconnais, puis je suis capable de dire, OK, je vais prendre du temps pour moi sans me sentir mal. Le meilleur exemple que je donne, ça c'est une blague que mon ami m'a contée quand on était à l'université, psychologue. Il m'a dit, ça prend combien de psychologues pour changer une ampoule? Il dit, ça n'en prend rien qu'un. Mais l'ampoule, il faut qu'elle ait envie de changer, par exemple. Bien, c'est la même affaire que le proche aidant. Un coup qui sait qu'il est proche aidant, il va aller chercher de l'aide, il va l'accepter, puis à partir de là, son quotidien va être transformé. C'est très éloquent ce que tu dis, parce que dans le fond, c'est un peu le déni avant qui précède, puis quand on arrive, on s'identifie, bien, ça ouvre les portes. C'est ça un peu. Fait que l'appui est là, dans le fond, pour offrir plein de services. Peux-tu nous parler un peu des services qui s'offrent un peu là, dans la région, comment ça se manifeste, comment on peut, à qui on appelle, à quelle porte on cogne pour avoir un peu de support et d'aide dans tout ça? Là? La première chose à retenir, parce que souvent on entend plein de choses, on entend plein d'informations, je vous dirais, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est appui.org. C'est le site web. Appui.org. Ouais. Fait que si on va sur le site de l'appui, au pire, dans votre navigateur préféré, vous tapez l'appui, ça va apparaître appui.org. Il y a une section vraiment pour le proche aidant, puis on a une section, c'est service info aidant. Le service info aidant, on peut l'appeler avec un numéro de téléphone. On peut faire du clavardage, poser nos questions. On peut envoyer un message puis nous demander de nous répondre par courriel. Donc, il y a plein de méthodes de les retrouver. Puis eux, c'est vraiment des spécialistes pour la proche aidance. Donc, c'est des personnes qui sont formées, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment des conseillers, conseillères, proche aidantes. Ils vont prendre le temps de discuter avec vous puis de vous diriger vers les meilleurs services. Si moi, je veux juste de l'information sur quelque chose, ils vont me la donner. Si on ne l'a pas, on va la trouver. Puis, si vous êtes dans tel secteur, dans tel coin, on va vous aider. Ils sont au courant des ressources et tout ça. Ils sont au courant de tout ça. Puis, on a un répertoire aussi de ressources sur le même site web que vous pouvez regarder. Des fois, regardez, OK, je ne veux pas appeler tout de suite, je suis juste curieux. Bien, je peux regarder un petit peu c'est quoi les services qu'il y a dans le coin. Les services qui sont là, c'est pas juste des services qui sont financés par l'appui, parce qu'il y a plein d'organismes là, qui ont les proches aidants dans leur filet, si on veut, dans leur mission, puis vont leur offrir des services à gauche puis à droite. Je pense par exemple au centre d'action bénévole qui peuvent faire de l'accompagnement transport, qui peuvent faire des petits plats givrés ou de la formes de répit en soi. Là. Ben oui, c'est ça. D'un autre côté, nous, à l'appui, on va financer des projets. Moi, je peux pas être partout en Gaspésie ou l'île de la Madeleine. Par contre, l'appui finance des projets partout, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Les volets qu'on finance, c'est principalement du répit, puis du soutien psychosocial. Dans le répit, c'est de dire, OK, je sais qu'il y a des personnes, le concept est méconçu. Souvent, des personnes disent, ouais, mais moi, ça me prend une travailleuse sociale qui vienne chez nous, tout ça, pour avoir du répit. Oui, mais il faut faire attention. Le 6, le répit qu'il va vous donner, c'est vraiment pour l'aider. Il va aller là pour donner du répit à cette personne-là pour des tâches quotidiennes, la vie domestique, etc. Nous, on est vraiment là pour le proche aidant. Fait que si j'ai un intervenant ou une intervenante d'un projet appui qui rencontre le proche aidant, qui voit que le proche aidant a besoin de repos, il va offrir une période de repos à cette personne-là. On n'a pas besoin d'avoir des diagnostics, on n'a pas besoin. C'est simple, c'est relax. Pour faire ces choses, puis tout ça. C'est ça. Ça peut être, moi, je veux aller lire, moi, je veux aller prendre un café avec une amie, je vais aller magasiner. La personne peut faire, elle est libre. Puis elle sait qu'il y a quelqu'un à la maison qui s'occupe de l'être cher, il n'y a pas de stress, donc on peut vraiment dire qu'on prend une pause pour relaxer. Donc ça, c'est vraiment notre répit. OK. Là, malheureusement, on est déjà rendu à la fin. Lui, ça va vite. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu parler. Ce qu'on retient, dans le fond, c'est le site info.org l'appui.org, pardon, qui donne toutes les informations, puis de s'informer aussi auprès des organismes communautaires près de nous, s'il y a des services où le 6 aussi sont au courant des services qui sont mis en place dans les régions. Allez cogner à ces portes-là. Eux vont vous dire s'il y a possibilité d'avoir du soutien pour les prochains aidants davantage. Tout à fait. Excellent. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Encore une fois, ça se termine comme ça et j'espère que les proches aidants vont moins hésiter à aller chercher les services qui existent parce que Dieu sait que c'est légitime d'en bénéficier. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à notre invité. Et la semaine prochaine, c'est avec Mme Raymond Arsenault
qui vient nous présenter sa nouvelle émission qu'elle va faire ici même à Télévague, qui s'appelle Un nouvel horizon. Je vous dis, manquez pas ça. Personnage extrêmement intéressant et attachant. Sur ce, tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bien et en paix. Et à la semaine prochaine.